Donc bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, travaille sans le savoir à construire pour ses descendants le paradis. Nous construisons le futur paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais la plus grande partie du chemin a été réalisée. Et tout démontre qu'on va vers cette apothéose. Alors cette apothéose, pour la schématiser, ce paradis, c'est l'accession à la sagesse, à la sérénité, à l'amour absolu, à la fraternité, la fin des frontières, la fin de l'homme pour l'homme, donc un homme entièrement pacifié, un homme qui a réglé toutes ses pathologies, qui a atteint un degré de clarté, de clairvoyance, de tout ça concrétisé par ce que nous appelons l'extase au niveau spirituel, l'éveil, le nirvana, peu importe. C'est l'état vers lequel l'humanité se dirige, la sagesse absolue, le bonheur absolu, le souverain bien. Peu importe comment on va appeler cet état transcendant, mais c'est ce vers quoi l'humanité se dirige. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des podcasts de temps en temps. Alors, il y a le site, évidemment, où je démontre toute cette mécanique qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous des vidéos. Vous pouvez aller le visiter. D'ailleurs, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt de se préoccuper de où va l'humanité, parce que ça changera tout une fois qu'on aura pris conscience de notre destinée, en somme, de ce que nous construisons, eh bien, au lieu de le construire de façon antagoniste, à travers aussi la guerre, la violence, la destruction, la reconstruction, etc., bon, évidemment, il y a aussi le côté positif, les rencontres internationales, les discussions, voilà, tout un tas de les échanges, la fraternité, le tourisme. Il y a tout un tas de moteurs d'unification positifs, mais il y a aussi tout un tas de moteurs d'unification négatifs, mais qui font aussi partie de l'unification. Dans ce dont je viens de parler, la guerre, la compétition féroce, le fait d'essayer de neutraliser, de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., etc. Alors, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ça, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec votre espace ou avec d'autres espaces, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez participer à l'effort de paix, voilà, à l'inverse de l'effort de guerre, en participant à la visibilité du site, si vous avez des compétences techniques pour améliorer le site mécaniqueuniverselle.net ou l'espace YouTube. Et puis vous pouvez participer à travers la philosophie, si vous voulez qu'on fasse des sortes d'interviews, je ne sais pas, qu'on travaille de manière à éclairer cette théorie ou par contradiction, je ne sais pas comment on pourrait faire. Peut-être il faudrait que je fasse des vidéos en immédiateté. J'ai vu que ça existe, j'avais commencé à essayer d'en faire. Voilà, et puis voilà. Donc, alors, donc là, je m'appuie sur un podcast que j'ai écouté il y a quelque temps. L'émission s'appelle Culture Monde. Et elle était consacrée aux GAFAM, au numérique. Et donc, il y avait cette idée, c'est la troisième vidéo, les deux précédentes, je vous renvoie à l'écoute de ces vidéos pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. C'est le désir à l'origine de ces créateurs de
de réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, etc., ou les Google, donc les GAFAM, les Google, les Amazon, etc., c'était l'idée d'aller vers le village planétaire, de rompre les frontières et de faire quelque chose d'universel. Et on voit qu'ils ont été... L'idée était utopique, elle était généreuse, elle était magnifique, elle l'est toujours, hein, parce en fait, elle s'est concrétisée, mais elle a été récupérée par le marché, récupérée par le système, récupérée par les États. Donc, au lieu d'être quelque chose d'universel, ce qu'elles deviendront, hein, parce que l'humanité ne laissera pas ce type de choses universelles entre les mains de quelques personnes qui en abuseront naturellement, on le voit déjà, ça commence, et puis des États qui en abuseront aussi. Donc c'est quelque chose qui est destiné à l'universalité. Mais comme l'air ambiant, il passera à les rivières, les forêts, ça passera dans le domaine universel, obligatoirement, parce que c'est leur destinée en somme. Voilà. Donc, je lance cette vidéo, je découvre en même temps et puis je commente éventuellement. Est-ce qu'il s'agit des frontières nationales au sens vraiment de l'État-nation, y compris la frontière économique avec le protectionnisme? Vous avez déjà donné des éléments sur l'importance de l'idéologie libérale qui est associée à la Silicon Valley dès les années 70. Est-ce qu'il y a aussi la dimension d'abolir les frontières culturelles entre les peuples? Oui, il y a cette idée-là. Après, comme le disait McLuhan au départ, il y a ce risque d'uniformisation culturelle en même temps. C'est-à-dire, on relie les peuples, mais en même temps, puisque la technologie vient plutôt des États-Unis et du monde occidental, il y a aussi quelque part ce risque, entre guillemets, d'uniformisation, en effet, de la pensée de la culture. Alors ça, ce sont les observateurs qui le pointent. Mais du côté des acteurs, de ceux qui vont être promoteurs de ce sans-frontiérisme, est-ce qu'on parle ainsi de risque ou au contraire, en fait, on peut associer cette idée-là. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sources philosophiques. Il y a d'une certaine manière une pensée universaliste, pour le coup, qu'on pourrait associer à l'histoire philosophique européenne, en fait, sur cette idée qu'on va transmettre, partager les savoirs au niveau mondial. Mais de l'autre côté, il y a aussi, en fait, une vision purement économique aussi, de possibilités, en effet, d'atteindre, d'ouvrir des marchés, en fait, et de conquérir surtout ces marchés. Et puis, il y a aussi autre chose de très important dans cette idéologie-là, qui peut être tout à fait associée aujourd'hui à ce qu'on appelle le libertarianisme, qui est, en fait, une pensée que sur Internet et via, en fait, l'entrepreneuriat sur Internet, on va pouvoir se libérer du pouvoir des États, du pouvoir des États-nations, et que donc, on n'aura plus de contraintes en fait liées à la frontière nationale. Voilà, donc un espace de liberté en quelque sorte pour l'entrepreneur. Voilà, alors toutes ces idées, elles sont fondamentales, elles sont utopiques, et on voit que les grands mouvements, les grandes évolutions de l'humanité partent souvent à partir d'utopies et malheureusement sont rattrapés par le système prédateur, par le monde prédateur qui est derrière et qui vient. Et je pense, malheureusement, mes connaissances sont intuitives bien souvent, et donc c'est pas assez pointu, il faut toujours vérifier derrière si ce que je dis sur certains propos est juste. Mais je pense que ça a été... comment ils ont vendu par exemple la colonisation, eh bien c'était sur quelque chose d'utopique, d'apporter quelque chose de positif. Malheureusement, ils ont emporté avec eux les prédateurs, le système prédateur qui va prendre finalement le pouvoir sur les utopistes. Les utopistes vont être obligés de se taire et c'est les guerriers, les violents qui l'emportent. Voilà. Et c'est bien souvent comme ça. Quand on part dans un mouvement de guerre, il y a un gros mouvement de pacifisme qui est là pour essayer de maîtriser le système, et ils se font ravager par les violents. Et les violents finissent par imposer leur vision. Et je pense que ça a été le cas de toute
de tout ce qui a conduit au pire, en fait, en Amérique, la découverte de l'Amérique, ou la découverte des Américains par des Européens par les Américains, plutôt, par les Indiens. Donc, ça s'est transformé en un crime contre l'humanité, hein, tout simplement, mais avec au départ quelque chose qui était une sorte d'utopie. Et c'est valable aussi pour ce... I mean, there doesn't necessarily have to be more, you know, I mean, like a lot of people are focused on like taking over the world or doing like the biggest thing, getting the most users, and I mean, I think like part of making a difference and doing something cool is focusing intensely. Beaucoup de gens veulent conquérir le monde, être le plus gros, avoir le plus d'utilisateurs. Je pense que pour changer les choses et faire quelque chose de cool, on doit concentrer notre travail sur les universités. C'est Mark Zuckerberg, encore lui, qui s'exprime en 2005, au tout début de l'aventure Facebook. Et on a choisi de passer cet extrait parce qu'il détonne avec la réalité de Facebook 20 ans, 25 ans plus tard. Une entreprise qui, entre-temps, a été cotée en bourse, qui a une maison mère qui s'appelle Meta, qui a absorbé d'autres entreprises, notamment WhatsApp, par exemple. Mais voilà, Zuckerberg, en 2005, dit « On n'est pas là pour être le plus gros, on n'est pas là pour conquérir le monde, on a presque l'impression qu'il va dire « On n'est pas là pour faire du profit ». Est-ce que c'est une idée courante à l'époque dans la... Bien sûr, c'était une idée courante d'être... C'est l'utopie au départ, c'est ça. Et c'est ça qui est... Mais c'est intéressant parce que il reste quelque chose de cette essence naturelle, de ce début, de cette première vision des choses. Et ça reviendra après que le marché prenne le pouvoir à un certain moment. Voilà, on est encore dans un monde unipolaire avec un dominant et des prétendants. Le dominant, c'est les États-Unis, les prétendants, c'est les BRICS, etc. Donc, on est dans ce monde encore très primate, où notre primatitude est encore très, très présente. Les prétendants harcèlent le dominant pour prendre sa place, etc. On n'est pas dans un monde d'humanité. On n'a pas atteint l'humanité et la conscience humaine qui voudrait dire, bon, ben, on va travailler ensemble, on va travailler en coopération, en symbiose, on va mettre toute notre énergie de chaque pays, le meilleur, pour l'humanité, parce qu'on travaille pour l'humanité en réalité. Et donc prendre cette conscience-là. Et c'est tout le travail que cherche à éclairer la mécanique universelle, commencer à penser universel, penser humanité. Voilà, mais à tous les échelons de la création. Silicon Valley au début des années 2000. Oui. Alors, on peut le voir comme un argument marketing. Je pense qu'il y a une dichotomie, en fait, même dans la pensée de ces entrepreneurs de l'époque. C'est-à-dire, ils sont probablement convaincus, personnellement, qu'ils font le bien. Et que ce qu'ils apportent à la société et au monde est exceptionnel et bénéfique. Néanmoins, dans la réalité et dans leur comportement et dans les méthodes qu'ils vont employer, qui sont des méthodes monopolistiques, en fait, des pratiques monopolistiques, il y a une volonté d'expansion qui s'apparente à de l'impérialisme privé, vraiment, sur l'idée que, on va conquérir certes des marchés, mais par les marchés, on va aussi conquérir autre chose. On va conquérir l'écosystème technique, mais également l'écosystème économique, politique et social. Oui, voilà, mais ça, c'est quelque chose qui vient se greffer sur l'utopie. L'utopie, elle est à la base de cette chose-là. Après, qu'ils soient victimes, en somme, des événements, c'est-à-dire d'un seul coup des milliards qui commencent à rentrer, des millions qui commencent à rentrer dans les caisses, ils ne savent pas ce qui se passe, puis des centaines de millions, puis des milliards, etc. Donc, ils sont victimes, en fait, de l'évolution. Mais le départ est utopique, le départ est Et au final, c'est généreux. Ce qu'on observe 25 ans plus tard. On se rend compte qu'en effet, il y a une empreinte qui n'est pas seulement celle de la technique. Et donc oui, cette dichotomie en fait entre le discours qui est en même temps un outil de communication, clairement, et les faits en fait, c'est-à-dire l'expansion pure et simple de ces entreprises comme des empires privés en fait, oui, est très visible et s'exprime aujourd'hui en effet quand on voit ces entreprises qui ont à la fois conquis
aussi l'écosystème, certes numérique, virtuel d'une certaine façon, mais qui ont aussi leurs propres infrastructures, jusqu'à devenir des géants des télécommunications avec les câbles sous-marins aujourd'hui, dont Meta d'ailleurs fait partie. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quelque chose qui c'est pas tant de l'hypocrisie que je pense en tout cas, une forme de croyance personnelle au début qui au final a mal vieilli. C'est intéressant aussi de se rappeler qu'au début des années 2000, le modèle économique est encore assez incertain. C'est l'époque de la bulle d'Internet, avec des investissements qui vont justement ne pas rencontrer une réalité. Et à ce moment-là, beaucoup d'entreprises et de start-up font faillite. Vous rappelez dans votre ouvrage, Ophélie, que justement, les géants d'aujourd'hui sont ceux qui ont survécu à la bulle Internet. Sur quel modèle de rentabilité, quelle est la clé qui aujourd'hui permet de comprendre l'expansion des géants d'Internet, en l'occurrence américains? En fait, l'économie de la donnée, le fait de gagner de l'argent en utilisant les données des utilisateurs pour faire de la publicité, pour mettre en avant des contenus, naît du fait que dans cette époque du début du web, il n'y a pas de modèle économique pour les entreprises qui émergent sur le web. Pourquoi ? Parce que les acteurs de l'informatique et du numérique, au départ, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient des logiciels sous forme de CD-ROM, qu'on achetait, et ils vendaient ensuite une licence annuelle. Voilà, c'était le modèle économique. Or, si vous mettez votre contenu sur le web de manière, je dirais, libre, eh bien forcément, qu'est-ce que vous vendez ? Comment vous faites pour le vendre ? Eh bien, c'est de là que vient l'économie des données, en fait. C'est de là que vient cette idée qu'on va utiliser les données d'audience, qui est en fait un modèle classique d'audience, qui peut être, qui a une histoire dans la radio, la télévision, etc. Ils réutilisent ce modèle-là pour, en fait, le monétiser sur Internet. Et de là, en fait, émerge tout ce qu'on a connu par la suite, en fait. Que ce soit sur le moteur de recherche Google et que ce soit ensuite sur les réseaux sociaux, où, en effet, l'économie de la donnée fructifie, j'ai envie de dire, se développe de plus en plus et rapporte beaucoup d'argent. Il y a une autre spécificité de cette économie, c'est la constitution de monopoles, ou en tout cas d'entreprises qui se partagent à quelques-unes, quasi monopolistiques, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit la vente en ligne, que ce soit... que ce soit... les réseaux sociaux, la téléphonie, on a quelques grands acteurs qui se partagent. Voilà. Alors, cette mécanique de centralisation, cette mécanique d'avaler les concurrents pour devenir une seule identité, c'est le chemin de l'humanité. L'humanité finira avec un système qui gérera la nourriture pour l'ensemble de la planète, un système qui gérera les communications pour l'ensemble de la planète, un système qui gérera la santé pour l'ensemble de la planète. C'est une obligation. On ne peut pas ne pas aller dans ce sens-là. Par la mécanique d'abord d'avaler les trucs et de grossir, donc c'est peut-être l'ambition qui va être un des moteurs de cette chose-là. Mais le final, c'est qu'il n'y ait plus de bagarre, plus de compétition, plus de choses comme ça, et qu'on puisse atteindre quelque chose de paisible, quelque chose qui peut après être récupéré par l'humanité, récupéré par le bien commun. Le bien commun récupérera l'entreprise qui gérera la nourriture pour l'ensemble, et ça appartiendra à l'ensemble humain. L'ensemble humain récupérera le système qui aura atteint son apogée pour les communications, pour les relations, je ne sais pas, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile après d'agir sur un seul système. Voilà. Alors évidemment, ça engendre l'idée que on peut rentrer dans le système Big Brother, on peut rentrer dans un système dictatorial, mais c'est pas la finalité de l'humanité. L'humanité, elle n'acceptera jamais de rester dans un système dictatorial. Les systèmes dictatoriaux s'imposent parfois sur l'évolution de l'humanité. On l'a vu avec le nazisme, etc. Mais ils sont écartés, ils sont chassés. L'ensemble humain ne supporte pas ça. C'est pas quelque chose qui est vivable.
par l'humanité. Comme si on se fait une douleur, si on se fait une blessure dans le bras, et ben l'ensemble humain, l'ensemble de l'organisme va aller se concentrer dans cet endroit pour cicatriser, pour gérer, pour etc. etc. Donc c'est comme ça. L'humanité, elle fonctionne sous cet angle-là. Et donc c'est jamais la dictature qui s'imposera. Même, par contre, cette peur, elle est légitime. Il faut se préserver de ça. L'humanité trouvera les solutions pour se préserver contre ça, évidemment. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais vous remercier d'abord de votre présence et puis des critiques que vous formulez ou des idées que vous envoyez. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, est-ce que je continue au fait ce marché, est-ce que la création de ce qui crée de la dépendance, est-ce que cette dépendance est une conséquence qui n'avait pas été anticipée ou au contraire, on le verra sur la prochaine vidéo.